Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Animez-moi. Aujourd'hui nous allons parler de Marie and Max, un film de Adam Elliott qui met en scène Marie, une petite fille jeune et qui a du mal à créer du contact avec les gens, et Max, un homme adulte qui vit aux États-Unis et qui a du mal à créer du contact avec les autres dû à ses problèmes mentaux. Je précise dès le début que vous pouvez réagir à cet épisode dans les commentaires. Cependant, tout commentaire jugé problématique, insultant, méprisant, etc., je les supprimerai de manière totalement arbitraire. Dans cet épisode, nous allons parler de l'isolement social, de ses causes et de ses conséquences. Et nous allons notamment parler de la psychophobie. Qu'est-ce que c'est la psychophobie ? La psychophobie, c'est l'ensemble des mécanismes oppressifs qui pèsent sur les personnes vivant avec des troubles psy ou neuroatypiques. J'insiste sur le « et » ou. Pour vous citer quelques exemples de mécanismes oppressifs, il y a la stigmatisation, les idées reçues et les préjugés, les discriminations, dans le monde du travail par exemple, les maltraitances médicales, ainsi que la précarisation financière. Cette description a été rédigée par le groupe Facebook Les Copines et la page Facebook SOS Psychophobie. Je vous invite à aller les voir pour vous renseigner sur le sujet, c'est très intéressant et on apprend vraiment beaucoup de choses pour se remettre en question et ne pas faire preuve de psychophobie. Vous comprendrez bien que mes propos que je vais tenir là, dans le petit court instant, ne sont pas de moi et que je ne les cautionne pas, mais alors pas du tout. Je m'explique. L'autre jour, dans le tramway, une maman avait un bébé dans les mains, assez jeune, visiblement porteur de trisomie 21. Un jeune homme qu'elle semble connaître vient la voir et ils discutent. Puis, s'apercevant que son bébé est porteur de trisomie 21, il lui pose cette question qui me dépasse et que l'on peut donc assimiler à la psychophobie. En l'occurrence, il lui a posé la question si elle était au courant que le bébé était porteur de ce chromosome supplémentaire et si elle avait eu le choix d'avorter. Je vous passe les termes qu'il a utilisés tels que mongolien, attardé, débile, bref, des mots totalement psychophobes. C'est pour ça que je vais vous expliquer ce qu'est la psychophobie. Ces questions-là sont relativement fréquentes et font parfois partie du langage quotidien chez certaines personnes. Et vous comprendrez bien que pour la personne en question, c'est problématique. Je vous prendrai un exemple d'une page sur Facebook qui justement explique ce qu'est la psychophobie et qui a fait un grand boom sur Facebook à une période. C'est cette maman qui a monté du coup la page Louise & Co. Et cette maman explique au monde que sa fille est porteuse de trisomie 21, mais que c'est une fille et une femme comme les autres. Qu'elle n'est pas un sous-être humain, qu'elle n'est pas moins bien. Et pour vous reprendre les termes, elle est mignonne quand même, etc. Je reprendrai donc sa formule. Son prénom, c'est Louise, c'est pas quand même. Et c'est un petit peu l'idée de ce film. Justement, montrer qu'ils sont heureux et ils ont une belle vie. Maintenant qu'on a vu ce qu'est la psychophobie, on peut voir que Max, l'un des personnages principaux, est victime de ces mécanismes oppressifs. Manger du chocolat était interdit. Mais avant toute chose, je vais vous faire un rapide résumé de l'histoire. Le film se déroule tel un roman épistolaire et donc résume l'échange de lettres entre deux personnages, Marie et Max. Et pour cela, chaque personnage écrit une lettre à l'autre qui est lue en voix off par sa propre voix et qui explique le déroulement de sa vie. Évidemment, cette relation épistolaire, cette correspondance, dure pendant longtemps. Et Marie commence cette relation en étant très jeune, aux alentours de 8-9 ans me semble-t-il, et elle poursuit jusqu'à l'âge adulte bien avancé, la fin de ses études, de sa thèse, si je ne vous dis pas de bêtises. Marie a besoin en fait de s'évader. Elle a besoin de quitter ce cocon familial qui finalement n'a rien d'un cocon. En effet, sa mère est alcoolique. Son père est aux abonnés absents puisqu'il travaille beaucoup. Elle subit l'isolement social déjà dans sa famille. Et en ayant comme seul repère sa mère alcoolique et plutôt violente, elle n'a pas forcément les repères adéquats pour pouvoir s'inscrire dans une relation sociale avec ses camarades. Et évidemment, elle se pose plein de questions puisque sa mère lui ment régulièrement. Pour prendre un exemple lambda, sa mère décrit le whisky, me semble-t-il,
appelé le Sherry's, comme du thé pour adultes qu'il faut tout le temps goûter. J'avoue que je n'avais jamais pensé à cette excuse et la prochaine fois que je me peinte la gueule, je la sortirai à mes amis. Essayez d'imaginer la perception de la réalité quand on vous donne des informations qui sont fausses. Comme par exemple si je vous disais que ce verre, là, contient du sang de licorne. C'est super. Quand vous êtes gamin, vous prenez l'information de personnes qui sont censées vous aider à apprendre le monde comme des vérités. Et donc, Marie est persuadée de choses comme le fait que les bébés naissent dans les bières. Tout va bien. Au final, cette gamine a envie de découvrir le monde, découvrir ce qui l'entoure et découvrir surtout comment fonctionne le mécanisme et ce que c'est d'avoir une relation avec quelqu'un. Et elle va prendre au hasard un prénom dans un annuaire. À l'autre bout du monde, du coup, pourquoi pas, après tout. Elle va lui écrire et lui raconter sa vie de petite fille. Ce qui est assez rigolo, c'est que on se met assez vite à sa place. Gamin, on s'est déjà tous posé des questions un peu étranges de type comment naissent les bébés, etc. C'est aussi poser des questions un peu plus quotidiennes, un peu moins profondes, comme quel type de barre de céréales il y a en Australie, au Japon, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui fait leur culture. Et justement, ça montre une certaine maturité. Elle a 8-9 ans et elle s'intéresse à une culture à l'autre bout du monde. On peut se poser la question de pourquoi elle ne s'intéresse pas à la sienne. Et quelque part, on sent déjà un rejet de ses repères. Je m'explique, elle vit dans un monde où son père est aux abonnés absents et sa mère est présente mais jamais en état d'avoir une vraie relation avec elle. On peut comprendre qu'elle va chercher une stabilité ailleurs, à l'autre bout du monde finalement. Je parle de sa mère avec des termes, j'allais dire, négatifs, en termes d'éducation. C'est un fait, sa mère n'est pas en état de s'occuper d'elle. Mais, et j'insiste bien sur le mais, je ne remets pas en cause la personne en elle-même. C'est très bien que dans un animé, voire même dans un film tout court, on mette en place ce genre de personnage qui perd de son côté loufoque, comme on voit dans certains films où « Hey, le bourré, il a fait une bêtise, c'est trop rigolo !» Mais qu'on mette en avant le problème réel qui est l'addiction à l'alcool et ses effets. Au final, sa mère perd conscience, sa mère n'est plus capable de la gérer, mais sa mère est incapable de se passer du Sherry's qu'elle va régulièrement acheter. Il faut se rappeler que l'alcoolisme est une maladie qui frappe beaucoup de gens, je n'ai plus les pourcentages en tête, mais qui fait des millions de morts et qui est vraiment un problème majeur dans toutes les sociétés. Sa mère, du coup, a ses problèmes d'alcoolisme, mais forcément, à cause de ces problèmes d'alcoolisme, ne peut plus travailler et donc vole. On pourrait presque associer ça à de la kleptomanie. Je ne sais pas si c'est le cas et le problème n'est pas très approfondi dans le film, donc je ne pourrais pas vous le dire. Mais, très clairement, elle vole. Et ça pose aussi un autre problème de ce qui était évoqué. Marie n'a pas de repère. Elle n'a pas de repère de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Dans la société actuelle et dans toutes les sociétés, si je ne m'abuse, le vol est problématique et les personnes volées donc perdent un bien. En l'occurrence, sa mère, donc du coup, lui apprend que voler, pour reprendre les termes, emprunter, n'est pas un problème et qu'elle peut le faire. Vous imaginez l'impact que ça a sur l'éducation de la gamine. Max, de son côté, a des problèmes. J'ai pas très bien compris quelle était sa maladie et quand j'ai fait quelques recherches sur ça, j'ai eu du mal à l'identifier et à la cerner. Je ne suis pas médecin, donc évidemment, je pourrais pas le comprendre et vous l'expliquer, mais il semblerait qu'il ait quelques problèmes pour assimiler les choses de la vie quotidienne et avoir les bonnes réactions au bon moment. Je porte souvent des bouchons de nez et d'oreilles quand je sors. Ça m'aide à rester calme. Je trouve les humains intéressants, mais j'ai du mal à les comprendre. Ce qui, pour Monsieur Tout-le-Monde, peut sembler logique et normal, ne l'est pas forcément pour lui. Il a aussi un problème de boulimie, si je ne me trompe pas, puisqu'il passe son temps à manger, d'ailleurs à trop manger, et que du coup, ça lui pose des problèmes de santé, notamment de surpoids. Ça commence à faire beaucoup de sujets de société qui sont problématiques, entre guillemets, non, mais qu'il est important d'évoquer pour que les gens en prennent conscience et prennent conscience des réelles difficultés que ça implique. Max subit les conséquences de ses problèmes et de sa maladie. Et du coup, ça met assez bien en évidence les problèmes réels qu'implique sa maladie et donc casse justement
la psychophobie, les gens qui pourraient avoir des propos oppressifs envers lui. Max suit donc un psychologue, quelqu'un qui l'aide à avancer avec ses problèmes, puisqu'il semblerait que ça soit des blocages psychologiques et nerveux. C'est normal, sa perception des choses étant différente, il a des réactions inappropriées. Et le psychologue l'aide à avoir les bonnes réactions au bon moment. On le voit un peu plus tard, justement, quand il découvre que Marie a fait une thèse sur sa maladie et a découvert comment avancer les soins, il a un blocage et il rejette en bloc. La réaction peut vous sembler inappropriée. Et c'est pas si bête que ça finalement. Son mécanisme psychologique n'étant pas le même que nous, il se sent outré d'avoir été vu différemment. Ce que je peux tout à fait comprendre. Et donc du coup, il a l'impression justement qu'on le voit comme quelqu'un d'autre et pas simplement comme l'ami qu'il a l'impression d'être avec elle. Et comme l'ami qu'il est avec elle. Donc forcément, il a l'impression d'être trahi et il rejette tout en bloc. C'est pas illogique. C'est pas illogique du tout d'ailleurs. Et justement, ça met un grand coup de pied dans la psychophobie. Là où vous ne comprenez pas, ça ne veut pas dire que c'est pas logique et que c'est pas normal. C'est juste différent. Et justement, la différence, on la retrouve tout au long du film. Je reviens un peu en arrière, après ce petit spoiler sur le film. Marie est surdouée en quelque sorte, puisqu'elle arrive assez facilement, malgré son manque de repères dès l'enfance, à avancer dans les études et à faire de grandes études, une thèse si je ne m'abuse. Et il lui fallait un moteur, une passion. Et forcément, c'était son ami Max, son seul vrai ami. De toute sa vie, donc, elle n'a pas eu d'autres vrais amis. Forcément, elle a un repère. Et la maladie de Max, qui, elle le sait bien, lui pose des problèmes au quotidien, est une sorte de moteur pour elle afin de réussir ses études. Et donc, elle cherche, à l'inverse de la réaction de Max, à l'aider, pas justement parce qu'elle le voit différemment, mais afin de l'aider et que les conséquences de sa maladie ne lui causent pas autant de tort comme ça peut arriver à certains moments du film. D'ailleurs, elle réussit sa thèse, mais Max, comme vous l'avez vu, rejette en bloc cette thèse. Et donc, Marie perd son seul ami. Vous imaginez, vous avez bien des amis autour de vous, proches, moins proches, nombreux, pas nombreux, ce n'est pas la question. Vous avez des amis, imaginez qu'un jour, tous vous disent « on veut plus de toi, on te laisse tout seul ». Forcément, ça crée un impact, ça crée un déclic. Et Marie se réfugie dans la seule chose qu'elle connaissait, ses repères de gamine, l'alcoolisme. Je ne dis pas que cause, conséquence, et je ne dis pas que l'alcool est une solution, loin de là. C'est une maladie, elle est tombée dedans, ça crée les problèmes que ça crée. Ça inclut quelque chose d'assez intéressant. Marie reproduit ce qu'elle a vu et ce qu'elle a subi quand elle était petite. Ça porte un nom en psychologie et malgré toutes mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver un nom exact, mais un peu à l'image du syndrome de Stockholm où la victime tombe amoureuse de son agresseur. C'est un petit peu le même mécanisme. Je parle ici en profane, donc pardonnez-moi si je dis quelque chose de faux, et vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais ici le mécanisme est un peu le même. On a appris à Marie que pour fuir les problèmes, on pouvait se réfugier dans l'alcool et elle reproduit ce mécanisme. Elle refait la même chose que sa maman. Elle reproduit les erreurs de sa maman, puisque c'est ce qu'on lui a appris. Au final, Marie tombe dans l'alcoolisme. Et un peu à l'image de sa mère qui ne s'occupait plus d'elle, elle se désintéresse de son mari, qui prend la fuite, la quitte. Là, par contre, je mettrai un bémol. Ce film est génial. Ce film est génial. Il met en avant des problèmes de société, montre ses mécanismes et montre que tout est logique, tout s'emboîte. Et au final, montre que tout n'est pas forcément tout rose, tout n'est pas forcément tout noir. Il montre une réalité qu'on a souvent tendance à oublier et que souvent on qualifie les gens de normaux ou pas. Et il n'y a pas de gens normaux ou pas. Vous comprendrez bien que le terme de normaux me fait vomir. Il y a des gens. Et il y a des gens avec leurs qualités et leurs problèmes. Max a d'énormes qualités, telles que le fait d'être un excellent ami, telles que le fait de partager ce qu'il aime avec ses amis, son ami en l'occurrence. Marie a des qualités, elle est très intelligente, c'est une excellente amie aussi. Elle fait avancer la recherche pour aider un ami. Franchement, est-ce qu'on peut rêver d'avoir un ami plus efficace, mieux, qui vous savez à résoudre vos problèmes? Ils ont aussi des faces plus noires.
Max a aussi des réactions que Marie a du mal à comprendre, telles que le fait qu'il rejette en bloc son aide. Et Marie a aussi une face plus noire, puisque elle se réfugie dans l'alcoolisme, elle s'isole socialement, elle laisse tomber sa thèse. Bref, elle rejette aussi sa vie en bloc. Sauf que, le petit bémol que je vous évoquais, son mari se casse, il part. Elle s'occupe pas de lui. Moi, personnellement, si ma copine n'était jamais présente, par présente, j'entends moralement proche de moi, en fait, il y a des chances qu'au bout d'un moment, ça me pèserait et que je prendrais mes valises, ce qui peut sembler normal. Donc, son mari part. Sauf que la justification dans le film, c'est que son mari avait un correspondant aussi, je n'y vois pas de problème, et qu'il est tombé amoureux de lui. C'est là que ça me pose problème. Ce n'est pas le fait que deux hommes s'aiment, bien au contraire, c'est le mécanisme avec lequel on implique cela, on amène cela. On reprend le sujet, sa femme ne s'occupe pas de lui, il se casse, il tombe amoureux d'un homme. En quelque sorte, ce qui est suggéré, et ce qu'on entend parfois dans des discussions, l'idée suggérée, c'est que Marie l'a dégoûté des femmes et qu'il va vers un homme. Ouais, mais non, c'est pas ça. On entend souvent des gens dire, des amis à moi, si mon copain ou ma copine me quitte pour un garçon ou pour une fille, donc devient homosexuel ou bisexuel, c'est pas la question, j'aurais l'impression de l'avoir dégoûté des hommes ou des femmes. Les gars, c'est pas ça. On est homosexuel ou on ne l'est pas, on est bisexuel ou on ne l'est pas. C'est naturel, c'est comme ça. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas du dégoût. On ne devient pas homosexuel parce qu'on a été dégoûté de notre copine. On ne devient pas lesbienne parce qu'on a été dégoûté de son copain. On l'est ou on ne l'est pas. Cette attirance était toujours plus ou moins là. C'est là que ça me pose problème. On a un peu l'impression que l'homosexualité de son mari vient le sauver d'une relation bancale. Ouais, mais non. Il a très bien pu tomber amoureux de son correspondant et que cela soit indépendant de Marie, finalement. Vous comprenez là où ça me pose problème. Mis à part ce petit bémol, Marie voit son mari partir puisqu'elle ne s'occupe pas de lui et puisqu'il est à nouveau amoureux. Jusque-là, isolement social au plus haut point. Elle n'a plus d'amis, plus de mari. Au final, elle décide d'aller voir Max pour régler le problème et c'est trop tard. Max l'a quitté. Au final, on ressent cet isolement social au plus haut point puisque Max est parti sans s'être réconcilié avec Marie, sans avoir justement réussi à passer ce blocage. Et à l'inverse, Marie revient et elle n'a jamais pu se réconcilier avec son ami. Il est parti avant. Ça crée un isolement social pour les deux. Lui est mort seul et elle vit seule. J'avoue que quand j'ai vu ce film, j'étais mal. J'étais super mal. Je me suis posé dans mon canapé et j'ai fixé le mur. Je pouvais pas reprendre ma vie normalement parce que ça traite de trop de sujets importants et qui sont souvent ignorés. Et à l'inverse, je pouvais rien faire. C'est pas quelque chose où tout seul, comme ça, je peux changer les choses. C'est aussi un sujet hyper personnel. On connaît tous, ou en tout cas c'est mon cas, des personnes comme Max qui ont ce genre de blocage. On connaît des personnes aussi victimes d'alcoolisme. On connaît des personnes justement dont l'intellect et le manque de repères créent aussi une forme d'isolement social puisqu'ils n'ont pas la même perception de la réalité que nous. Bref, on connaît des gens comme ça. Et finalement, moi, en voyant ce film, j'ai associé des images à ces personnes. Et j'étais mal. Je vous promets, et là, d'en parler, vous devez le sentir, je suis encore mal. Il me remue, ce film. Et j'ai dû le regarder plusieurs fois pour l'épisode et j'en tremblais tellement j'étais mal. Et en fait, le pire, c'est que j'en tremblais pas parce que le film a un message hyper puissant, parce que des messages hyper puissants, il y en a dans plein de films, mais parce qu'il parle d'une réalité qu'on a tendance à oublier parce qu'on est dans notre petit cocon, dans notre petit confort. Et c'est horrible parce que, justement, nous, on est dans notre confort et on ignore justement les problèmes des autres. Et j'ai bien conscience qu'être égoïste, parfois, c'est bien, qu'on ne peut pas toujours vivre pour les autres. Mais il y a aussi un moment où il faut prendre conscience de ça et que ces gens-là, ils ont aussi parfois besoin d'aide, qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent pas, c'est pas la question, mais qu'ils ont parfois besoin d'aide et quand ils la veulent et qu'ils en ont besoin, c'est aussi important d'être présent. Et en fait, il le met aussi en avant et c'est ce qui est hyper important parce que des fois on entend des aberrations par rapport aux réactions.
Ils ont aussi besoin que les gens qui les aident aient conscience de ces problèmes et agissent correctement par rapport à ça. Je vous prends un exemple concret. On dira parfois face à des gens qui sont victimes de dépression, qui en souffrent, « Waouh, t'as juste besoin d'un bon coup de pied au cul. » Ouais, mais non les gars, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, c'est pas juste un paf, coup de pied au cul et tu repars. Non, non, c'est pas ça. Le mécanisme, la logique de la personne est différente. Et donc du coup, ben, le coup de pied au cul, ça suffit pas. C'est pas ça qui fait repartir l'engrenage. C'est autre chose. Je suis pas psychologue, donc je pourrais pas vous expliquer le vrai mécanisme. Mais des gens les connaissent, les psychologues, mais sûrement pas que. Et justement, ben, une fois qu'on les connaît, on peut aider ces personnes-là. Et finalement, l'isolement social, c'est quelque chose qui est horrible. Ne pas avoir d'amis, ne pas pouvoir trouver des soutiens, c'est quelque chose, je sais pas, essayez de vous mettre à leur place. Vous imaginez vivre seul et mourir seul toute sa vie. Ne pas avoir de complicité, ne pas avoir quelqu'un avec qui tenir une discussion, j'allais dire intime, non, mais plus personnelle que il fait beau, les oiseaux chantent. C'est horrible. Je sais pas, faites le test, restez une semaine sans voir personne, ni parler à personne, évidemment. Vous allez forcément vous sentir mal, vous allez sentir un vide. Et c'est ce que nos deux personnages ressentent, c'est ce que beaucoup de gens ressentent. Et en fait, ce film, chez moi, et je pense chez beaucoup d'entre vous, fait réagir. Et justement, j'en parlais déjà un peu dans Princesse Mononoke, mais là, c'est encore plus fort. Ben, c'est l'un des intérêts du cinéma de faire réagir, que le public ait une réaction, que ce soit de manière positive, comme par exemple le film qui a lancé la révolution russe, la grève d'Eisenstein. C'est positif parce que ça a permis aux gens de prendre conscience du système oppressif en place et de réagir en conséquence. Les conséquences sont celles qu'on connaît, qui ne sont pas forcément glorieuses, mais l'idée en elle-même de faire réagir et que les gens créent une révolution pour lutter contre les oppressions qui étaient mises en place, c'est pas une mauvaise chose. À l'inverse, ça peut faire réagir négativement. On peut, en sortant d'un film, se dire « Mais quelle horreur ! Ça passe de super mauvais messages !» Je prendrai l'exemple des nouvelles aventures d'Aladin. In the Panda explique très bien qu'est-ce qu'il fait réagir négativement. Ça parle d'homophobie, ça parle d'impuissance sexuelle. Ouais, mais ça en parle et ça le dénigre surtout. Et ça fait réagir négativement. Mais le cinéma, ça fait réagir et ça éduque. Ça éduque de manière positive, comme ce film, mais ça peut aussi faire réagir de manière négative, comme les films de Eli Riefenstahl. J'ai jamais eu trop d'affinité avec la langue du Troisième Reich. Justement, qui faisait la promotion de l'art nazi, de l'art arien. Ouais, ça du coup, c'est ce qui permettait de mettre en place la propagande, comme aussi les films soviétiques en URSS, qui mettaient en avant la propagande, qui éduquait, ouais, mais qui éduquait mal, puisque du coup, c'était juste une gloire au régime en place pour le système totalitaire. Donc justement, le cinéma a pour but de faire réagir et d'éduquer de manière positive, et là, soit réussite commerciale, soit pas du tout, on considère ça comme un film bien pensant et intellectualisant, et c'est pas forcément ce que les gens recherchent au cinéma. Mais ça met en avant une des qualités du cinéma, de pouvoir faire réagir et éduquer. Ça montre bien la relation qu'a l'art et l'éducation. Et du coup, c'est super important. Si un jour quelqu'un vous dit que l'art, c'est pas important, qu'on devrait le retirer du système scolaire, expliquez-lui pourquoi il a tort. Expliquez-lui. Et ça fait plaisir de voir que le cinéma renoue, ou en tout cas pour moi, avec ses valeurs, justement, avec l'éducation. Le film date de 2009, donc c'est assez récent. Et justement, il renoue avec ça. C'est un excellent film et il nous apprend des choses et il nous fait comprendre la société dans laquelle on vit. Et c'est quelque chose qui est hyper important. Ma copine qui étudie dans le cinéma, ben justement, m'explique régulièrement justement ce mécanisme-là. Comment le cinéma est une image de la société, reflète la société, et comment même parfois il l'influence. Il l'influe sur la société en expliquant à des gens, voilà, ce que vous ne comprenez pas, c'est pas pour autant que c'est mal, c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est pas pour autant que c'est pas normal, c'est différent et vous devez le comprendre. C'est quand même super important. Bref, avant de conclure et de vous dire les quelques mots de la fin,
je voulais vous demander quelque chose. Si vous connaissez des films qui ne sont pas aussi connus, justement, qui ne sont pas forcément des blockbusters ou des réussites commerciales que tout le monde connaît ou les gens qui s'y intéressent un peu connaissent, des petits films parfois presque amateurs, ben, ça m'intéresse. Dites-moi les noms, voire même on peut trouver un moyen pour qu'on les partage ensemble. Parce que justement, à la base, quand j'avais lancé Animez-moi, l'idée c'était aussi de vous faire connaître des films, vous faire connaître des petites choses et donner des avis sur des fois des films qui ne sont pas aussi connus. Mais c'est aussi de montrer que le cinéma d'animation, ben, c'est pas que des blockbusters, c'est pas que des gros films. Il y a aussi des fois des trucs faits avec 3 fois rien et pourtant qui sont super. Mais putain, c'est bien de mettre en avant aussi ben, des gens un peu indépendants comme ça. Sortir des cadres DreamWorks, Warner Bros, Disneyland, voilà. Voilà, cet épisode est terminé. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, me rejoindre sur Twitter, aimer cette vidéo, la partager et vous abonner. C'est super important, ça aide à faire vivre la chaîne. Et c'est ça qui permet l'échange, c'est ça qui fait vivre la chaîne. Et c'est ça qui me permet de vous proposer des contenus qui vous plaisent.